Les voies des montagnes sont multiples et sont aujourd'hui plus que jamais porteuses de sens. La montagne elle-même s'exprime et influence nos vies plus qu'on ne le croit. Mais saurons-nous l'écouter ? Le but de ces podcasts, donner la parole à ces voix. À la base, je viens des Pyrénées, donc même si j'ai que 25 ans, j'ai vu fondre les glaciers des Pyrénées à vue d'œil depuis mon enfance et les neiges éternelles disparaître. Et j'ai toujours été touchée par ce milieu de haute montagne et ce blanc infini. Mes études en sciences politiques m'ont étrangement menée au milieu de la glaciologie, notamment grâce à un Erasmus que j'ai fait au nord de la Norvège, où j'ai rencontré la glaciologue Heidi Sevestre, qui m'a permis un peu d'entrer dans ce milieu et de m'intéresser au niveau politique, à la gouvernance internationale et au niveau national en France, comment on considérait les glaciers dans les lois et au niveau politique. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Jean-Baptiste Bausson, qui est vraiment le glaciologue qui travaille sur la protection des glaciers au niveau politique avec les institutions. Et il m'a parlé de tous ces projets d'études de la fonte des glaciers, de l'apparition des écosystèmes post-glaciaires et de travail avec les institutions politiques et vis-à-vis de ça, de l'association qu'il a créée, donc Marge Sauvage. Et pour moi, c'était vraiment l'association idéale et les missions idéales par rapport à ce que je voulais et à mon profil plutôt Sciences Po, du coup, vu que j'ai pas de connaissances scientifiques sur le sujet, mais voilà, c'est une sensibilité aux glaciers et à la haute montagne et des rencontres assez inédites avec Heidi et Jean-Baptiste qui m'ont menée jusque-là. Marge Sauvage, ça a été créé en 2024 par Jean-Baptiste, qui à la base avait créé un projet qui s'appelle Ice and Life au sein du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie à Annecy. Le projet Ice and Life qui vise à développer la connaissance scientifique sur l'apparition d'écosystèmes post-glaciaires. Parce que ce que cherche à montrer l'association, c'est que les glaciers fondent et ils se sont intéressés en fait à ce qui arrivait après les glaciers, puisque là on en est à un niveau où on peut rien faire contre la fonte de certains glaciers à cause des émissions de gaz à effet de serre qui continuent d'augmenter. Et on sait que dans les 30, 50, voire 100 prochaines années, ils vont continuer à reculer sans qu'on puisse rien y faire. Donc on peut réussir à bloquer cette fonte, mais il y a une partie de cette fonte qui est inévitable. Et du coup, ils se sont intéressés à ce qui apparaissait à l'endroit où ces glaciers-là se retirent. Nous, en fait, on prend la délimitation de la fin du petit âge glaciaire, donc à peu près vers 1850, pour dire que les écosystèmes post-glaciaires, ils commencent à cette limite des glaciers en 1850. Et on regarde ce qui a poussé dans ces endroits-là. Ils se sont aperçus qu'il y avait plein d'écosystèmes qui poussaient et que la vie recolonisait très très vite ces espaces par des forêts, des pelouses, des lacs, des rivières, des fleurs, et que toute la biodiversité qu'on retrouve en moyenne et haute montagne arrive dans ces zones très rapidement. Ces écosystèmes, ils ont des fonctionnalités assez importantes, évidemment pas au même titre que les glaciers, mais quand même au niveau du cycle de l'eau et de la régulation du climat local. Et du coup, ils se sont dit que c'était super important de les documenter pour pouvoir derrière essayer de les protéger. Donc ils ont développé une expertise scientifique assez importante sur le sujet pour pouvoir derrière aller parler aux décideurs politiques et faire passer des lois, des politiques publiques, essayer de créer des aires protégées pour protéger ces zones qui sont un peu les dernières, comme le nom de l'association le dit, les dernières marges sauvages de notre planète, puisque quand ils naissent, ces écosystèmes, ils sont complètement vierges de traces humaines, mais l'humain va très très vite là-haut et peut menacer ces espaces. Donc c'est travailler à la documentation et à la protection de ces zones. Et on le fait aussi à travers la création et le partage de nouveaux récits positifs et inspirants et engageants, parce que pour nous, c'est hyper important de parler, de toucher les gens autant que les décideurs politiques, que des personnes de tout milieu à ces sujets-là. Et donc on travaille beaucoup avec des artistes pour mettre en avant le travail qu'on fait, qui est quand même assez technique et expert. Et donc on a aussi tout cet aspect nouveau récit. Donc c'est vraiment science, politique, nouveau récit, une alliance des trois, et on travaille avec plein de personnes pour essayer de faire bouger les choses. Voilà, on raconte une histoire qu'on est en train d'écrire nous-mêmes. Le projet Ice and Life a été créé il y a 5 ans et l'association il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, en 2024. Ice and Life, donc c'est Jean-Baptiste qui l'avait créé avec plusieurs scientifiques du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie qui sont toujours dans le projet Ice and Life, qui est maintenant coordonné par Marge Sauvage. Et à Marge Sauvage, on est donc 3 salariés,
Jean-Baptiste qui est directeur de l'association, Marion qui est juriste en droit de l'environnement et responsable de projet, et moi qui suis donc politiste et qui travaille sur le plaidoyer et la communication de l'association. Et on a aussi Chloé très récemment qui est écologue, qui était indépendante avant et là qui vient de nous rejoindre en tant que salariée, donc elle qui nous aide sur les campagnes de terrain et sur l'expertise scientifique. Et on travaille toujours avec quelques indépendants sur le terrain ou pour des missions plus administratives. Et à côté de ça, on a quand même une communauté d'adhérents et adhérentes. On a 200 adhérents, mais comme c'est une association qui est très technique, on n'a pas, malheureusement ça nous frustre tout autant que les personnes, mais on n'a pas de mission bénévole à proposer. Donc c'est surtout les salariés qui y travaillent, le conseil d'administration de l'association évidemment qui gère tout ça, et aussi dans le cercle on a plein d'artistes. C'est tout un écosystème en fait autour de nos 3-4 salariés. Avec la disparition des glaciers, donc c'est un énorme basculement écosystémique puisque les glaciers ils permettent de réguler le climat à la fois global et local, de réguler le cycle de l'eau, mais ça dans toutes les régions du monde. Et ils sont des habitats clés pour plein d'écosystèmes et une biodiversité assez unique en haute montagne, qui peut à certains endroits difficilement vivre sans les glaciers ou pas proche des glaciers. Leur fonte et leur disparition dans certains endroits, elle contribue à cet effondrement de la biodiversité et au fait que les espèces doivent s'adapter à de nouveaux milieux. Et même si je parle du développement d'écosystèmes post-glaciaires, ça met quand même un certain temps à se développer. Et une fois que les glaciers disparaissent, les zones elles restent très minérales au début avant qu'il y ait de la végétation qui pousse. Mais c'est pour ça que derrière c'est hyper important de protéger ces espaces et de les laisser... Nous, on aime bien dire qu'il faudrait les laisser en libre évolution pour que les espèces puissent recoloniser ces espaces et s'y développer convenablement et qu'elles puissent vivre dans des zones assez vierges de traces humaines et proches des glaciers qui résistent encore, en tout cas. Mais oui, il y a un lien clé, clairement, entre les glaciers et la biodiversité qui, nous, on trouve, n'est pas assez mis en avant. Et du coup, c'est pour ça que grâce aux écosystèmes post-glaciaires, on peut mettre ce lien-là en avant entre glaciers et biodiversité, même si, comme je l'ai dit, les écosystèmes post-glaciaires ne remplaceront jamais les fonctionnalités clés des glaciers, mais c'est hyper important de les avoir comme refuge et habitat pour des espèces rares et ou menacées dans ces espaces. Alors nous, en France, dans les Alpes et dans les Pyrénées, en tout cas, on n'a pas trop, heureusement, encore d'artificialisation ou de colonisation humaine, on va dire, de ces espaces, parce qu'ils restent quand même encore assez hauts, même si, par exemple, à Chamonix, là, on était à Chamonix il n'y a pas longtemps sur le terrain, parce que c'est le seul endroit dans les Alpes où il y a notamment des forêts qui ont poussé, donc ça va être la forêt des Bois sous la mer de glace, sous le glacier d'Argentière, des Bossons, du Tour, enfin sous tous les glaciers de la vallée de Chamonix, il y a des forêts qui ont poussé. Et là-bas, si on va s'y promener, clairement, ça a été... y a plein de chemins, de sentiers de randonnée, des pistes de ski de fond. Mais ça, c'est des activités de loisirs qui sont pas forcément... très impactante et nous on n'est pas du tout pour dire qu'il faut mettre ces espaces sous cloche et que personne ne doit y aller, au contraire c'est important de pouvoir y aller pour se rendre compte et s'émerveiller de ces espaces. En France on n'a pas de gros impacts, grosse artificialisation, grosse pollution, mais c'est des choses qui peuvent arriver et dans les Andes ou au Kyrgyzstan là ils y vont carrément à la dynamite dans les glaciers pour miner et aller chercher des métaux rares dans ces espaces et donc il y a vraiment de gros enjeux dans le monde face à tout ça et on le voit aussi aujourd'hui avec le Groenland et Donald Trump qui veut aller forer du gaz et du pétrole sous la glace, donc complètement détruire tous ces écosystèmes. Et même nous, je reviens aux Alpes, ce qui se passe à la Grave et d'avoir des pelleteuses, ce qui s'est passé à la Grave, en tout cas sur le glacier de la Gireuse, et d'avoir des pelleteuses sur les glaciers. Ça, c'est un truc contre lequel on cherche à lutter aussi en créant des aires protégées. On parle de protection proactive avant que les menaces arrivent, parce que c'est plus facile et plus rapide et moins coûteux, parce que du coup, en face, on n'a pas trop de conflits face à cette nécessité de protection. Mais par contre, dans plein de régions du monde, notamment, il y a vraiment ces deux échelles d'action. C'est lutter contre l'atténuation du changement climatique, mais ça se passe au niveau international, au sein de la gouvernance internationale pour le climat. Et nous, à part nos petits gestes quotidiens, individuellement, en tout cas, on n'y peut pas grand-chose. C'est vraiment du gros travail de plaidoyer politique et voilà. Et du coup, c'est pour ça que nous, en face, on dit qu'il faut quand même aussi agir face à ces menaces directes sur les glaciers.
Le but, c'est vraiment d'avoir une expertise scientifique hyper solide et robuste pour pouvoir derrière aller justifier auprès des institutions politiques qu'il faut agir et qu'il y a des raisons pour lesquelles on doit agir. Ça passe par des campagnes de terrain. Tous les étés, on va dans les écosystèmes post-glaciaires avec des écologues spécialistes de ces écosystèmes pour documenter ce qui s'y passe, voir les évolutions qu'il y a d'année en année, parce que là, le projet, du coup, ça fait que 5 ans qu'il a commencé, donc on peut difficilement déjà voir des évolutions dans les zones, et notamment parce qu'on essaye de couvrir plusieurs zones, donc les scientifiques retournent pas forcément toujours aux mêmes endroits pour voir les évolutions qu'il y a, mais là, dans les prochaines années, je pense qu'on va pouvoir voir les évolutions d'année en année et pouvoir justifier auprès des institutions politiques et des décideurs politiques la nécessité de protéger ces espaces. Et ça a fonctionné en France parce que grâce à ces travaux-là, donc ces campagnes de terrain qui après amènent à des rapports scientifiques et à des articles, notamment Jean-Baptiste et ses collègues de Ice and Life ont publié dans la revue Nature, qui est une revue assez prestigieuse en sciences, en 2023, pour démontrer du coup l'arrivée des écosystèmes post-glaciaires et la nécessité de les protéger. Et en s'appuyant sur cet article, il a réussi à convaincre le ministère de la Transition écologique de intégrer la protection des glaciers et des écosystèmes post-glaciaires dans une stratégie nationale, donc dans une politique publique nationale. Et donc dans la stratégie nationale biodiversité 2030, il y a une action qui est dédiée à cette protection, qui demande donc la protection forte de tous les glaciers et écosystèmes post-glaciaires français d'ici 2030. Bon, 2030, c'est dans 4 ans. Et clairement, on n'y sera pas, mais c'est déjà hyper fort que ça soit mentionné. C'est vraiment le premier texte politique où cette protection de glaciers et écosystèmes post-glaciaires est mentionnée. Et du coup, ça montre le cheminement de la science à la politique. On considère qu'on ne peut pas, nous, arriver, associations, scientifiques, experts, en disant « Ah ben là, vous avez un glacier, un écosystème post-glaciaire sur le territoire, il faut le protéger, il faut faire comme ça pour le protéger ». On a vu dans l'histoire que la création de parcs nationaux, où c'est arrivé en direct depuis Paris, ça a été assez mal vécu par les populations locales qui n'ont pas du tout été concertées ou impliquées dans ces projets-là de protection. Nous, on essaye de justement discuter avec eux, d'aller leur expliquer ce qu'ils ont sur le territoire. Donc il y a ces glaciers, ces écosystèmes post-glaciaires qui apparaissent, et d'impliquer, de travailler avec les élus locaux, de sorte que eux-mêmes, en collaboration avec eux, on implique la population locale et que ça devienne des vrais projets de territoire, d'aller protéger localement les glaciers et les écosystèmes post-glaciaires face à ces menaces directes qui peuvent y arriver, et que eux ils identifient dans leur territoire justement ces menaces qui peuvent peser et comment ils veulent agir face à ça, avec quels outils. Nous, c'est là qu'on intervient aussi en présentant les différents types de protection qui existent et en amenant notre expertise dans les territoires. On a réussi à le faire dans un territoire l'année dernière, en 2025, à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie. Avec les équipes de la mairie, on a contribué à créer une convention citoyenne qu'on a appelée Convention du territoire pour les glaciers, parce qu'on a aussi impliqué les socioprofessionnels qui travaillent sur ces zones ou en lien avec ces zones. Et donc on a réuni 25 personnes qui ont fait 3 sessions de concertation et de travail pour proposer un cadre de protection de l'aiguille des glaciers qui est au sud du massif du Mont Blanc, où il y a 2 glaciers, le glacier des glaciers, le glacier des Lanchettes et leurs écosystèmes post-glaciaires. Et ils ont proposé au conseil municipal un cadre de protection avec des activités interdites autorisées, un périmètre et un statut d'aire protégée, qui a été voté à l'unanimité par le conseil municipal et où il y a une aire protégée, la première aire protégée glaciaire et post-glaciaire dans les Alpes, qui est en cours de création pour lutter contre toutes ces menaces qui pourraient peser dans ces zones et mettre en avant la nécessité de leur protection et rendre fiers les locaux de protéger ces espaces et de pouvoir raconter de belles histoires à leur tour chez eux. Au-delà de tout notre travail technique et expert, ce qu'on veut vraiment, c'est partager ce qu'on fait. Et donc c'est là qu'arrivent les nouveaux récits, la création et le partage de nouveaux récits, et la pertinence de travailler notamment avec des artistes. Déjà, il y a pas mal de conférences qui sont faites en grande partie par Jean-Baptiste, mais avec Marion, on commence aussi à en faire un peu. Et on a aussi différents médiums pour mettre en avant notre travail. Il y a le documentaire Après les glaciers de Dorothée Adam et Mathieu Navillot, qui suit déjà ce que sont les écosystèmes post-glaciaires et pourquoi les protéger, et après qui en vient à suivre notre travail à Bourg-Saint-Maurice. Là, il vient de sortir début 2026 et il est en train de tourner, donc ça, c'est
un super outil pour nous pour mettre en avant ce qu'on fait, qui vulgarise super bien le sujet et qui parle vraiment à tout le monde et qui nous permet de parler autant au grand public qu'aux scolaires qu'aux élus. On a un réalisateur de films d'animation qui s'appelle Justin Fayard, qui réalise de superbes courts-métrages d'animation et qui est en train d'en faire un sur l'apparition des écosystèmes post-glaciaires. On a sorti début 2026 là aussi un petit livre qui s'appelle Le Petit Livre de Marge Sauvage, sur lequel on a travaillé justement avec l'illustratrice Lauriane Miara et encore avec Mathieu Navillo, et qui regroupe plein de contributions artistiques, poétiques, textes, photos, dans un petit ouvrage de 84 pages avec d'autres artistes avec qui on travaille notamment, et qui permet de s'inspirer, de chercher du contenu engagé et qui émerveille dans le but d'avoir une approche un peu plus sensible de tout ça. Et on organise aussi un festival qui s'appelle le Festival Agir pour les glaciers, qu'on a créé pour la première fois en 2025 à Bourg-Saint-Maurice, qui pendant 3 jours permettait de réunir du grand public, des scientifiques, des personnes du secteur privé, des politiques autour du sujet de la protection des glaciers, des écosystèmes post-glaciaires, en alliant science, donc avec des conférences et des apports de connaissances vulgarisés, art, avec plein de spectacles, des concerts, du théâtre, des projections, des moments festifs, des ateliers de concertation, des ateliers artistiques. Pendant 3 jours, on a réuni 1300 personnes l'année dernière autour de ce festival. On a la ministre de la Transition écologique qui était venue, donc avec une grosse reconnaissance étatique et gouvernementale sur ce festival. Et ça nous a permis de conduire à plein d'engagements derrière, donc notamment l'engagement de la mairie de Bourg-Saint-Maurice pour la création de l'aire protégée. Et donc ça, le festival, je pense que c'est notre plus gros outil et notre plus belle réussite en termes de vulgarisation et de sensibilisation et de rassembler les gens autour de ce sujet et de donner envie d'agir. Parce que moi, vraiment, ce que j'en retiens, c'était une énergie folle d'émerveillement et d'envie de motivation et d'envie de faire bouger les choses et d'agir pour les glaciers et les écosystèmes post-glaciaires. Pour moi, oui, les montagnes ont totalement des voix à porter dans notre société et dans notre monde assez déconnecté parfois de ces espaces et de ces milieux naturels. Je trouve qu'ils nous font passer de très beaux messages d'humilité. Et je trouve que notamment les glaciers, ils nous permettent de se rendre compte en fait de tout ce que l'être humain a fait de mal à ces espaces. La fonte des glaciers et tous les changements qu'on observe en montagne, je trouve que ça fait un peu des cris silencieux de ce qui se passe. Et en même temps, avec cette apparition des écosystèmes post-glaciaires, j'ai un peu l'impression qu'ils nous en veulent pas trop de tout le mal que l'être humain a pu faire et que ça nous laisse un peu une deuxième chance de protéger ces espaces et de nous dire regardez, y a toujours des petites fleurs qui arrivent sous la glace, même quand elle disparaît, et malgré toutes les conséquences hyper néfastes que ça va avoir que ça a déjà sur notre monde et dans nos territoires. Et du coup, je trouve ça beau de pouvoir reprendre un peu le pouvoir sur tout ce qu'on a fait de mal depuis la révolution industrielle, même bien avant, depuis toujours qu'on a essayé de conquérir ces espaces et de les dominer et de se sentir supérieur à eux. Et là, je trouve que c'est un beau moyen de vraiment pouvoir les écouter, de faire preuve d'humilité et d'agir et de porter leur voix, même si en tant qu'être humain, on ne pourra jamais complètement savoir ce que les montagnes nous disent précisément, et voilà. Mais d'essayer de porter leur voix comme on peut, de réconcilier tout le vivant duquel on fait complètement partie et de plus se sentir supérieur ou de dominer ces espaces et de vraiment ressentir qu'on en fait partie à part entière et qu'on est égaux, voire inférieur à la grandeur et à la beauté des montagnes et de ce qu'elles sont capables de faire et de nous dire. À bientôt pour une nouvelle écoute au gré des montagnes et de ses enjeux.